Magazine pluriel. Théophile Dandakou. Des risques d'inondation en cette période de pluie, Radio Lomé donne la parole aux spécialistes. Le directeur de la prévention, la coopération et des affaires humanitaires à ANPC revient dans ce journal sur les efforts réalisés en amont. La drépanocytose menace en période de fraîcheur. Comment éviter cette maladie qu'on ne guérit pas? Un infirmier spécialiste de cette maladie, la drépanocytose, en parle. Emmanuel Macron a été investi président de la République ce matin. Il va défendre son deuxième mandat à la tête de la France en agissant pour une société du plein emploi. Invité du journal Samedi Pluriel, professeur Kwame Kokouvi, il est directeur national de la recherche. L'entretien porte sur les innovations en cours dans le cadre du projet Wariba. Les sports et la revue de presse bouclent ce journal. Une fois encore, bonjour. Audience hier à la primature, le Premier ministre, Madame Victoire Toméga Dogbe, a échangé avec une délégation de l'institution financière Afrique Créance. Elle a été conduite par son président Blaise Arouangéré, qui a fait part à la chef du gouvernement des projets de sa société qui s'implante à Lomé avec pour objectif de faciliter l'accès au crédit aux PME et PME auprès des partenaires financiers. L'association des leaders des marchés du Grand Lomé était également à la primature hier où elle a exprimé sa gratitude au gouvernement suite aux dispositions prises dans le cadre de la vie chère. Des doléances et des propositions pour accompagner les efforts du gouvernement ont aussi été remises au Premier ministre. La présidente de l'Assemblée nationale a de son côté échangé hier avec l'ambassadeur des États-Unis au Togo, Madame Elisabeth Fils-Simons. Les discussions ont porté sur la coopération Togo-États-Unis. Toujours à l'Assemblée nationale hier, Madame Yawa Djibori Tchegan a reçu Nel Futuro Betancourt, ambassadeur du Brésil au Togo. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération bilatérale entre le Togo et le Brésil. Difficile de vivre le long des lagunes de Lomé. Leur pollution a des effets néfastes sur l'environnement et sur la santé humaine. L'on constate des actes inciviques le long des lagunes de Lomé, rendant insalubres les eaux et menaçant la vie des riverains. Voici d'ailleurs quelques avis recueillis au sujet de ces actes inciviques. Les gens jettent en désordre les déchets dans les lagunes. On constate ça. Ces risques polluent, multiplient des moustiques et des mouches qui dérangent beaucoup les gens qui sont tout autour de la lagune. Ouais, j'en ai fait plein de remarques. Par exemple, les gens relient leurs toilettes à la lagune. Genre, quand ils se douchent, l'eau va directement dans la lagune. Les couches jetables, des trucs, non, il y en a plein de choses. Les gens même vont jusqu'à chier même dans la lagune. Un citoyen ne va même pas faire ça. Mais bon, on le fait. Il y a des odeurs vraiment nauséabondes. Et en plus, la façon dont les déchets s'entassent, c'est vilain à voir. Et des fois même, ils font la pêche dedans. Et ces poissons, on les consomme. Il y a les mouches qui sont partout. Ils viennent se déposer sur ces déchets, les caca là que les gens ont laissés. Et ces mêmes mouches-là vous appliquent plusieurs types de maladies. Effectivement, nous remarquons que les gens continuent toujours de jeter des déchets dans la lagune. Non, c'est pas du tout bien. L'une des conséquences, ça dégage des odeurs nauséabondes. Malgré les sensibilisations, les gens continuent de jeter les déchets dans la lagune. Non, ce n'est pas bon. Les lagunes sont là-bas pour une chose. Ce sont eux qui recueillent les eaux qui partent dans les caniveaux. Maintenant, s'ils jettent les trucs là-bas, alors que là-bas aussi, il y a des trucs, il y a des choses nutritives à l'instar des poissons et autres. Premièrement, ça va tuer ces poissons qui les nourrissent eux-mêmes. Et deuxièmement, ça a un impact sur l'environnement. L'État s'efforce à ce que les populations soient en bonne santé. Alors que nous-mêmes, nous créons les maladies sans le savoir.
Environnement toujours, en cette période de pluie, plusieurs pays font face au phénomène d'inondation. Le Togo n'est pas épargné, même si le gouvernement a pris des mesures en amont. Le directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à ANPC, Akibore Nelson, en parle. Il s'exprime au micro de Hélène Assabi, c'est l'invité de la rédaction. Monsieur le directeur, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes en période de pluie et selon les prévisions hydrométéorologiques, elles seront abondantes cette année et pourront occasionner des inondations. Quelles sont les dispositions prises par l'Agence nationale de la protection civile? Merci beaucoup. Je voudrais, en attendant, pour répondre à votre préoccupation, dire un merci aux autorités de Radio Lomé qui permettent à l'Agence nationale de protection civile pour entretenir un peu des questions qui concernent les inondations, sur les dispositions, les comportements qu'il faut avoir afin que ces populations soient à l'abri de tout danger. L'Agence nationale de protection civile, comme il est de tradition pour elle, mène des sensibilisations de proximité à travers les médias, dont Radio Lomé, l'activité, les chaînes privées, mais aussi les médias communautaires sur lesquels l'agence passe pour sensibiliser les populations de façon générale, en particulier les communautés vulnérables aux inondations et autres aléas. L'agence est préparée suffisamment avec les autres sectoriels pour agir si éventuellement ces aléas venaient à nous causer de catastrophes. Nous avons des populations qui continuent toujours de construire dans des zones inondables. Quels sont les risques auxquels elles sont exposées? Comme vous l'avez dit, une zone inondable, c'est une zone en proie à la stagnation, au séjour long de l'eau. Et qui dit séjour long de l'eau, ce n'est pas compatible à l'habitation. Et donc, une zone inconstructible, une zone inondable, ce qu'on appelle la zone non aedificandi. Lorsque vous allez construire dans cette zone, c'est que vous vous exposez. Non seulement l'habitat que vous avez construit ne peut jamais être solide, vous assurer la sécurité. C'est des habitats qui peuvent à tout moment s'écrouler. Et avec, bien sûr, toutes sortes de maladies hydriques qui sont liées, les résidents de ces zones sont exposés. Et généralement, pour habiter une zone inondable, c'est qu'il faut dépenser énormément. Il faut un assainissement, ce qui souvent n'est pas fait. Et donc, ces populations qui choisissent d'aller s'installer dans une zone inondable s'exposent dangereusement aux situations d'inondation, s'exposent à des situations de noyade et peuvent être emportées à tout moment par les eaux. Et donc, ce n'est pas une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique d'aller s'installer dans une zone inondable. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux populations exposées à ces inondations? En premier, lorsqu'on est en situation où on est en période de pluie, les toutes premières recommandations, c'est d'être à l'écoute. Il ne faut pas faire fi des informations qui parviennent, les consignes envoyées par les autorités, que ce soit du niveau central, au niveau régional, descendant jusqu'au niveau local. Ensuite, de communiquer avec son entourage. Ça, c'est très très important. Ce que j'ai entendu de positif, que je sois en mesure de le transmettre aussi à un autre, ainsi de suite. Il n'est pas du tout conseillé d'aller acquérir des parcelles dans des zones inondables et que on ne peut pas se lever de soi-même pour aller acquérir une parcelle. C'est toujours recommandé, l'autorité a pris les dispositions à travers les structures en charge, dont notamment le domaine, le service du cadastre, ces différents services chargés de la distribution parcellaire. Il faut aller vers ces services. Et pourquoi pas, on peut venir vers l'agence qui pourra situer un peu pour dire telle zone que vous êtes en train de choisir n'est pas une zone appropriée pour vous. Hein, c'est une zone inondable.
Donc, quand on va vers ces structures, elles vont vous orienter. Il ne faut pas se laisser seulement au géomètre qui, en réalité, le géomètre vient, il mesure, juste va vous donner vos dimensions, ils font les levées, autres là, mais n'ont pas très grande idée sur la dynamique de l'espace par rapport à l'eau. Donc il faut aller nécessairement vers ces structures-là pour avoir l'assurance si je peux habiter telle zone ou pas, pour savoir quel est le statut de ces zones-là en termes d'inondation. Et monsieur le directeur, nous sommes presque arrivés à la fin de l'interview. Peut-être vous avez un mot de fin. Je crois que le communiqué du ministre l'a annoncé hier. Nous sommes en plein dans la saison pluvieuse. Et comme je le disais tout à l'heure, le Togo ne fait pas exception à la situation que toute l'Afrique de l'Ouest, et pourquoi pas de façon générale, l'Afrique entière vit avec le phénomène des inondations qui se trouve rattaché bien sûr au plus grand phénomène qu'on connaît aujourd'hui, les changements climatiques. Et donc c'est ancré à notre vécu quotidien qu'en période de pluie au Togo, nous enregistrons des pluies abondantes à des moments donnés. Et donc, pour nous éviter des situations de désastre, des situations de catastrophe, il importe que chacun joue sa partition, chacun prenne ses responsabilités et de ne pas ignorer les consignes que l'autorité donne, que ce soit par la voie des médias ou par voie indirecte, contact direct des sensibilisations par proximité, dont l'Agence nationale de protection civile en assure le leadership, que à ces moments que nous soyons encore plus à l'écoute pour en savoir, et que si l'information ne vient pas, que nous ayons la curiosité de nous renseigner. Voilà. Alors, sous peu, les apprenants vont aller en vacances. Nous devons vraiment veiller à ces enfants dans leur déplacement et les conseiller suffisamment sur les dangers auxquels ils sont exposés lorsque leur déplacement doit se faire sans contrôle, et que ces enfants doivent toujours informer les parents de leur position. Ne pas aller dans les zones en chantier. Je vais citer les bassins de rétention qui sont en construction ou en réhabilitation, les canaux de drainage, les eaux de ruissellement ne doivent en aucun cas servir de lieu d'amusement pour les enfants, y compris également les personnes âgées. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est moi qui vous remercie, madame Hélène. La réunion extraordinaire aura duré 2 jours. Les chefs d'état-major des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvés jeudi et vendredi à Accra, au Ghana. Ils ont travaillé au renforcement de la coopération entre États, ceci afin de lutter contre l'insécurité grandissante en Afrique de l'Ouest. Malgré leur suspension des instances de la CEDEAO, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée avaient été conviés à ce rendez-vous. Au final, seul le représentant malien a fait défaut. La contribution des uns et des autres a permis de prendre un nouvel élan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a déclaré le général Francis Bianzin. Il est commissaire des affaires politiques, paix et sécurité au sein de l'organisation sous-régionale. Et ceci en clôturant ses travaux sans donner plus de détails. L'insécurité toujours, le dialogue est difficile entre groupes armés et leaders communautaires au Burkina Faso. Une initiative avait été lancée par le lieutenant-colonel Damiba, le nouveau dirigeant burkinabé. L'urgence est d'agir dans un pays où les violences djihadistes ont fait en 7 ans plus de 2000 morts. Investiture en France d'Emmanuel Macron ce matin comme président de la République. Il va défendre son 2e mandat en agissant pour une société du plein emploi, pas comme Johnson.
Investi président pour son second mandat de 5 ans, le chef de l'État français, dans son discours d'une dizaine de minutes, affirme son ambition de présider avec une nouvelle méthode. Il fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. C'était devant plusieurs personnalités et invités, parmi lesquels figurent le Premier ministre Jean Castex et ses prédécesseurs, ainsi que les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. À l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron est sorti dans le parc pour passer en revue les troupes au son de la Marseillaise, mais aussi du morceau Terre et Mer. Comme le veut la tradition, 21 coups de canon ont été tirés depuis les Invalides. C'est le temps de l'invité et le premier à s'apprêter à cet exercice dans Samedi Pluriel est le professeur Kwame Kokou, directeur national de la recherche. L'entretien porte sur le projet Wariba qui consiste à valoriser les résultats de la recherche. Ce projet entend aussi amener à innover dans la recherche. Charlotte Ahar apporte des détails à travers cette interview du professeur Kwame. Professeur Kokou Kwame, bonjour. Vous êtes le directeur national de la recherche. À quoi sert le projet Wariwa? Wariwa, par définition, est la validation des résultats de la recherche et des innovations en Afrique de l'Ouest. Ce projet permet de créer un cadre incitatif de validation des résultats de la recherche, des innovations et le transfert de technologies. Alors, c'est un projet qui est d'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA et financé par l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l'Union européenne. Donc, ça fait 2 entités qui ont financé ce projet. Alors, en termes d'objectifs, ce qu'on peut attendre de ce projet, il s'agit en fait d'accompagner les chercheurs et les innovateurs à mieux valoriser leurs produits, à connaître les processus de brevetage et tout ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Alors, je m'explique. Si je prends le cas des universités, généralement, on s'arrête à des publications. Maintenant, il s'agit d'aller au-delà des publications, d'innover et d'arriver à des procédés qu'on peut breveter pour des facultés ou des écoles qui en sont capables. Il s'agit également de mettre en place des services d'accompagnement ou des dispositifs d'accompagnement de la recherche, notamment les startups, les incubateurs, les Fab Labs. Autrement dit, des endroits où on peut partir d'une idée, la faire évoluer ou bien la faire maturer, comme on le dit, pour aboutir à un produit fini qu'on peut mettre sur le marché. Il s'agit également, pour ce projet, de mettre en réseau les chercheurs, les innovateurs, les inventeurs avec des gens capables de financer leur activité, notamment les entreprises, les banques, dans un esprit gagnant-gagnant, c'est-à-dire que vous innovez, vous arrivez à un produit fini que je peux utiliser dans mon entreprise, que je peux mettre sur le marché, que je peux vendre. Voilà un peu la philosophie du projet. Professeur Kokou, quels sont les pays concernés par ce projet? Le projet est mis en œuvre dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Togo, notre pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Sénégal. Le chef de file du projet est l'Agence universitaire de la francophonie, c'est-à-dire l'AUF. Les 4 pays dont je viens de parler sont des co-demandeurs. Nous avions conçu le projet ensemble en 2019 et soumis à l'Union européenne. L'Université de Sorbonne aussi est un partenaire sur ce projet qui nous appuie. Dans les 4 pays, les mêmes activités sont menées avec les mêmes montants. Qu'un pays n'a plus d'argent que l'autre parce qu'il est plus grand ou il a plus d'influence. Non, tous les pays ont le même montant quasiment et mènent les mêmes activités parce que l'objectif c'est de promouvoir la recherche et l'innovation dans la sous-région ouest-africaine. Donc on mène les mêmes activités. À terme, professeur Kokou, que gagnera le Togo? Il s'agit surtout qu'au moins 50% des chercheurs, des doctorants, des innovateurs dans les différents pays soient formés à la valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. C'est-à-dire, il s'agit d'aller au-delà des simples publications d'articles, mais c'est d'arriver à des procédés, à des produits finis qu'on peut mettre sur le marché. Il s'agit aussi de former une masse critique d'innovateurs et d'inventeurs
pour avoir plus de produits sur le marché. Il s'agit également de former une masse critique d'entrepreneurs parce que aujourd'hui le gap entre entrepreneurs, c'est-à-dire milieu économique et milieu de la recherche est grand. Il s'agit de former tous les acteurs, tous les partenaires pour que la recherche et l'innovation puissent prendre un élan dans nos pays. Et il s'agit également de créer une vingtaine d'entreprises issues de la recherche et innovation dans la sous-région, dans les 4 pays. Également, accompagner des chercheurs ou des structures de recherche et innovation à la protection de leurs inventions. 2 événements de grande envergure qui seront organisés dans la sous-région. Ce serait au niveau régional, c'est-à-dire les 15 pays de la CEDEAO peuvent participer à ces 2 grandes rencontres. Il y a une qui aura lieu dans notre pays, au Togo, et puis l'autre au Sénégal. Donc à ces 2 rencontres, des entreprises, des banquiers, des chercheurs peuvent venir faire des démonstrations de leurs produits de manière à susciter l'adhésion des financiers qui peuvent signer des contrats, peuvent avoir des partenariats dans la durée. L'idée, c'est de mettre en place un réseau, une plateforme qui permet aux chercheurs, innovateurs et entrepreneurs de continuer à travailler une fois que le projet arriverait à terme en 2024, parce que c'est un projet qui va de 2021 à 2024. Professeur Kokou, pour y arriver, y a-t-il des défis à relever aussi bien par le Togo que les autres pays concernés? Il s'agit d'incuber des projets d'entrepreneuriat dans tous les secteurs d'activité, notamment le secteur du numérique, infrastructure, de transport, énergie, transformation agroalimentaire, de l'industrie, des services et la santé, télécommunications, BTP, environnement, économie et finances. Tous ces secteurs qui sont des secteurs reconnus au Togo comme des secteurs porteurs, c'est d'arriver à innover dans tous ces secteurs. En gros, il faut qu'on arrive à créer, à inventer des outils adaptés à nos contextes dans tous ces secteurs que je viens de citer. Et vous connaissez très bien un exemple dans notre pays, c'est l'exemple de Fufoumis, qui soulage aujourd'hui bonnes femmes qui, au lieu de piler, essuyer avant de manger, il suffit de mettre leur igname dans la machine et au bout, le foufou est prêt à manger. Et le résultat le plus important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'à terme, c'est la satisfaction des besoins des entreprises, c'est la création d'emplois, c'est la création de la richesse, c'est le développement. C'est vers là où on veut aller. Professeur Kokou, pour y arriver, y a-t-il des défis à relever aussi bien par le Togo que les autres pays concernés? Les défis, ça ne manque pas, il y en a beaucoup. Et l'un des défis que je voudrais tout de suite présenter, c'est le cloisonnement de la recherche, non seulement entre chercheurs, parce que chacun fait la recherche dans son coin, chacun fait la recherche pour lui, mais aussi entre pays. Ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, au Bénin à côté, on n'est pas vraiment informé, on ne sait pas les innovations, tout ce qui est fait comme recherche, on n'est pas vraiment au courant. Tout ce qu'on fait souvent, c'est les articles, les publications qu'on lit. Mais ces publications, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller au-delà. C'est une barrière difficile à enlever aujourd'hui quand on parle de la recherche et de l'innovation. Or, la mise en œuvre du projet est assez sur la volonté de rendre l'écosystème de la recherche et de l'innovation plus attractif dans la région. Et on continue de faire chacun pour soi, d'abord au niveau des chercheurs, mais aussi au niveau des pays. C'est pas demain la veille, on s'en sortira pas. Donc il faut que les chercheurs et innovateurs s'organisent en cluster. Et ça, ce n'est pas encore gagné, mais aussi que le consortium qui est mis en place aujourd'hui, c'est-à-dire le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, s'attache à mettre en commun leur approche méthodologique, leurs outils et leurs compétences pour qu'on puisse arriver à des résultats probants. L'autre défi, c'est que le gap qu'il y a entre le monde de la recherche et le monde économique est très grand à combler. Donc les entreprises ne sont pas aujourd'hui prêtes à financer la recherche et l'innovation. On en parle depuis des années, on le dit, il faut que la recherche puisse servir à l'entrepreneuriat et l'entreprise doit aussi financer la recherche. On en parle tout le temps, mais on est loin d'atteindre ce résultat, c'est pas évident.
Les entreprises chez nous préfèrent les innovations qui viennent d'ailleurs. Pas ce qui est fait sur place, ce qui est fait localement n'intéresse pas beaucoup les entreprises. Et c'est ça qu'il faut arriver aujourd'hui à corriger. Un dernier défi dont je dois en parler, c'est aussi l'incompréhension entre les chercheurs et les décideurs. La volonté politique pour faire émerger la recherche et l'innovation est très faible dans nos pays. Donc ça également, c'est un défi énorme. Il faudrait que le chercheur arrive à convaincre vraiment le décideur et que le décideur comprenne également que sans la recherche, le développement est très très loin. Professeur Kokou, votre message à l'endroit des chercheurs? Alors, mon dernier mot, c'est que les chercheurs, innovateurs, inventeurs et entreprises au Togo, qui sont tous des fournisseurs de services, se saisissent de cette opportunité pour mettre en place une plateforme qui permettra de faire avancer les choses dans notre pays. Je vais aussi demander aux décideurs de reconsidérer leur position vis-à-vis de la recherche et de l'innovation, car ils sont obligés d'y croire. Il faut croire. Nous sommes des pays à économie extractive. Nous tirons tout de l'environnement. Les ressources sont en train de s'épuiser aujourd'hui. Donc la seule alternative, c'est le développement de l'économie du savoir. Voilà ce que je voudrais dire sur cet événement que nous avions organisé pour lancer l'activité sur la cartographie des besoins des entreprises en matière d'innovation, en matière de recherche dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Kwame Kokou. Nous rappelons que vous êtes le directeur national de la recherche. Voilà un deuxième invité. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche environ 16% des Togolais. Elle se manifeste souvent par d'intenses douleurs dans les articulations et des maux de ventre. Ces crises surviennent souvent en période froide ou d'intense chaleur. La drépanocytose, qui n'a pas de traitement, se guérit par une hygiène alimentaire rigoureuse. Suivons donc les conseils de l'infirmier Mathieu Benou Tobosi. Il est consultant en hygiène et qualité alimentaire. Tobosu est interrogé par Alice Berthe Barandao. Bonjour monsieur Mathieu Benou Tobosi. Bonjour madame. Vous êtes consultant en hygiène et qualité alimentaire. Vous donnez souvent des conseils en hygiène de vie et en alimentation aux personnes drépanocytaires. Alors, il est remarqué au sein de nos communautés des personnes qui souffrent de la drépanocytose, communément appelée hématie. Nous voulons savoir quelles sont les différentes complications que ces personnes peuvent avoir. Merci madame. D'entrée de jeu, je reprécise que la drépanocytose est une maladie héréditaire qui est liée à l'hématie, qui est l'un des constituants du sang. Alors, la plupart des symptômes que les drépanocytaires manifestent, il y a l'anémie hémolytique. Ils font aussi des crises vaso-occlusives, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins voient leur lumière réduite et donc les hématies mal formées ou bien falciformées ont de la peine à circuler. L'oxygène, les vitamines et autres qui sont transportés par ce sang qui devait aller à tel organe, ces organes-là ne sont plus en possession de l'oxygène, ne peuvent plus faire partie aussi du gaz carbonique qu'ils produisent. Et donc, les douleurs s'installent au niveau des articulations, au niveau abdominal et aussi ailleurs. Ils font aussi souvent les infections parce que le taux d'hémoglobine qui doit participer dans la production des anticorps et autres, tout ce taux-là est perturbé. Il y a aussi beaucoup d'autres symptômes qui sont développés. Monsieur Mathieu Tobosi, en dehors de ces symptômes, les sujets sont-ils également exposés à d'autres infections? Les risques, c'est par rapport au cerveau. Ces sujets peuvent faire de la méningite ou bien une inflammation des méninges au niveau du cerveau. Ces sujets peuvent faire des pneumopathie, c'est-à-dire des infections des poumons, de manière régulière. Ils peuvent faire des infections des os, qu'on appelle les ostéomyélites régulièrement. Ça rentre dans les complications. Ils peuvent faire les nécroses au niveau de la tête du fémur, qui demandent à ce que on place une prothèse. Ils peuvent aussi faire l'AVC, toujours à cause de l'occlusion ou bien de l'obturation du vaisseau sanguin par les hématies mal formées. Voilà les risques qui portent sur le cerveau, sur les poumons, sur le cœur, sur les articulations, sur les organes génitaux aussi. Il y a aussi les risques de complications. Voilà, autant de complications et de souffrances pour ces patients drépanocytaires. Quels doivent donc être les comportements adoptés pour éviter des crises? Les drépanocytaires sont appelés à suivre les règles d'hygiène pour éviter les infections, pour éviter les crises
et surtout pour éviter de transmettre la maladie à leur progéniture. C'est parce que nous ne continuons pas à en transmettre qu'on ne continue pas à avoir de bébés drépano. Il faut avoir une hygiène au niveau de la cuisine. Par exemple, la poubelle. Une poubelle ne reste pas dans la cuisine là où on prépare à manger. Et même si la poubelle est à un autre endroit, elle ne se remplit pas jusqu'à bas-bord. On doit avoir encore de l'espace dans la poubelle. Mais on voit dans nos maisons, les poubelles sont remplies jusqu'à se déverser par terre. On continue encore par ajouter. Une poubelle doit être aussi fermée. Quand c'est ouvert, les vecteurs, les mouches, les insectes et autres viennent déposer les germes, viennent prendre aussi des germes pour aller déposer après sur les aliments et autres. Le drépano va manger, il va développer une infection. Il faut avoir une hygiène au niveau des toilettes. La cuisine, il faut laver régulièrement les ustensiles de cuisine et bien, il faut nettoyer le sol de la cuisine. Lorsque vous allez faire les achats des denrées alimentaires pour venir préparer, que ce soit de la viande, que ce soit du poisson, ou bien du tubercule ou de la céréale, il faut savoir aussi faire les choix. Il ne faut pas aller prendre des denrées pourries parce qu'on n'a peut-être pas de moyens. Il faut aller prendre de la tomate pourrie, du poisson pourri, de la viande pourrie et venir préparer et penser qu'on va se faire du bien. Non, on peut se contaminer à travers la consommation de denrées déjà précontaminées ou bien pourries. Il faut une hygiène corporelle. Le dépensier doit se laver régulièrement pour éviter que les germes restent longtemps sur son corps et trouvent la faille et passer par les pores de la peau et aller l'infecter. En dehors de ça, il faut savoir gérer la température. L'environnement qui est trop froid, il faut savoir l'éviter. Qui est trop chaud aussi, il faut savoir l'éviter. Donc chaque organisme va essayer de retrouver le type de température qui marche avec sa maladie. Les activités physiques intenses, ce n'est pas pour le drépanocytaire. Il peut faire du fitness, c'est-à-dire de la marche juste pour 30 minutes, ou bien il est sur place et il s'étire, il fait certains mouvements, mais pas d'activité physique intense. Donc il faut veiller à ce que, au niveau des écoles et autres, ces enfants-là soient préservés lorsqu'on veut faire des activités sportives. Il faut savoir éviter les carrières, les boulots qui vont user votre articulation, qui vont user les os du dos, qui vont user les os de la cuisse au bassin, là où la tête du fémur et le bassin sont engrangés. Il faut éviter d'avoir l'usure au niveau de ces os-là. Voilà quelques mesures qu'il faut prendre. C'est vraiment un calvaire d'être drépanocytaire ou d'avoir un enfant drépano. Alors, dites-nous comment pouvoir éviter cette maladie ou du moins comment rompre la chaîne de contamination. Pour éviter de continuer par faire des enfants drépano ou bien ayant des traits, il faut déjà, au niveau des bilans prénuptiaux, forcément faire l'électrophorèse de l'hémoglobine et insister sur la recherche de la bêta-thalassémie. Même si la personne est AA et donc n'a pas théoriquement la drépanocytose ou bien n'a pas théoriquement le trait drépanocytaire, il faut faire la bêta-thalassémie pour voir si ce n'est pas là et caché. Parce qu'un enfant qui va prendre la bêta-thalassémie avec l'allèle A chez un parent et prendre S chez l'autre parent, fait la maladie presque textuellement comme celui qui avait SS. Alors que quand on le fait l'électrophorèse classique, on va trouver AS. Mais il fait la maladie. Donc pour vous, il y a des unions amoureuses à déconseiller à cause de leur gène. Il y a des unions qu'on ne doit jamais permettre, des unions à déconseiller. Que ce soit le pasteur, le maire et l'imam, le prêtre. Il faut que les religieux qui célèbrent les mariages puissent commencer par déconseiller certaines unions. Il ne faut pas bénir ces gens d'union-là pour qu'après on nous produise des enfants qui seront incapables d'aider la nation à se construire. Alors, parlez-nous de l'alimentation à présent. Le drépanocytaire doit-il avoir une alimentation différente de celle des autres? Il n'y a pas une alimentation spéciale pour le drépanocytaire et spéciale pour le non. Mais ce sont les mesures anti-contamination microbiologique, les mesures anti-contamination chimique qui vont être plus accentuées chez celui qui est drépanocytaire ou bien celui qui a le trait. Il faut quand même dire que le drépano va beaucoup plus s'hydrater. Il va plus boire de l'eau pour éviter les crises parce qu'avec l'eau qu'il va prendre régulièrement, ça va permettre à ce que les hémoglobines falciformées ou bien anormales puissent aussi circuler normalement. Et il va manger beaucoup plus des aliments qui vont lui permettre d'avoir un taux d'hémoglobine acceptable. Ces aliments-là doivent être des aliments riches en fer. Il ne faut pas aussi en abuser.
parce que le surplus de fer dans l'organisme a aussi ses conséquences. Donc, ce sont toutes ces mesures-là pour que les gens sachent comment manger, comment préparer, comment faire le choix de leurs aliments et mieux se porter, faire la cuisine. Parce que c'est une maladie qu'on ne guérit pas, mais on la soigne. Il y a une différence. Mais Mathieu Pontobossi, beaucoup de praticiens et de thérapeutes clament pouvoir guérir les hémorragies. Si quelqu'un vous dit qu'il guérit la drépanocytose, ok, donnez-lui un sujet drépanocytaire SS et il n'a qu'à faire jusqu'à ce que le contrôle donne AA. Là, on sera sûr que la personne a guéri ça. Mais calmer les crises, repousser les crises, ça c'est le soin qu'on a fait. On n'a pas fait la guérison. Et beaucoup de soins, beaucoup de traitements permettent de repousser les crises, d'éviter aussi les crises. C'est ça. Dernière question. Heureusement, il y a un centre dédié aux personnes drépanocytaires. Parlez-nous de ce centre et pourquoi il est important aux drépanocytaires de visiter ce centre. L'État togolais a, d'après les derniers chiffres, qui sont de 16% pour les sujets porteurs sains et de 4% pour les sujets symptomatiques. Avec ces chiffres-là, le gouvernement a jugé bon de créer une structure qui va coordonner les recherches et les soins aux drépanocytaires afin que la propagation ou bien les maladies liées à cette présence d'hémorragie anormale là soient réduites. Donc les coûts, les prestations, le séjour, l'hospitalisation, les bilans, tout ça est revu et mieux suivi et collaboré au niveau du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires qu'on appelle le CNRSD, qui est dans l'enceinte de l'université de Lomé, face au Rabank, ou bien par l'entrée du CHU Campus. Donc c'est à cet endroit-là que se situe le centre, et c'est dirigé par un hématologue, donc un spécialiste des maladies du sang, avec une équipe très dynamique, très pointue, qui fait de très bons boulot. Un appel donc aux malades drépanocytaires. On a appris que c'est 300 000 bébés drépanocytaires chaque année qui naissent. Avec ces 15% de ces 300 000-là qui ne verront pas 5 ans. C'est affreux. On a 120 millions de sujets drépanocytaires dans le monde et 200 000 décès chaque année. C'est beaucoup, avec 16% porteurs sains au Togo et 4% de sujets malades. Il faut que chaque drépano se fasse suivre. Si il est à l'intérieur du pays, il faut qu'il y ait un répondant qui puisse bien le suivre, qui puisse lui donner les conseils, qui puisse lui prescrire les produits en cas de maladie et autres. Mais le CNRSD est toujours là pour coordonner toutes ces activités-là sur le territoire national. Il y a aussi d'autres associations qui sont dans la même lignée et qui sont maintenant regroupés en fédération. Merci beaucoup pour les conseils reçus. C'est nous qui vous remercions pour le relais que vous faites et tout ce que vous faites aussi à l'endroit de la population. C'est le temps des sports. Le tournoi IFOAB débute aujourd'hui à Niamey au Niger, le Togo, dans la poule A. Entre en lice face au Bénin. Le coach Ametoko Dobensan estime que la sérénité règne au sein du groupe. Kilim Poyodi. Logé dans le groupe A, la sélection togolaise des moins de 20 ans se mesurera au pays hôte de la compétition, c'est-à-dire le Niger, le 13 mai, jouera contre les Éléphantos de la Côte d'Ivoire 3 jours auparavant, donc le 10 mai. Mais les poulains d'Ametoko Dobensan devront baliser la route d'une éventuelle qualification au second tour en ouvrant le bal face aux écureuils du Bénin ce samedi. Pour ce faire, Tchazodi, Arafat, Taïrou, Alaza ou encore Kpeming, Akleso et toute la bande sont attendus au tournant pour une meilleure prestation. Dans le groupe B, considéré comme le plus relevé de la compétition, le tenant du titre, le Ghana, fera son entrée en lice dimanche face à un autre sérieux prétendant au Graal, le Nigeria, qui arrive chez le voisin du Nord avec un pléthore de joueurs très tranchants. Le Burkina Faso, la troisième sélection du groupe B, sera au repos. Ce tournoi est qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans. À la une des parutions cette semaine, la journée de la liberté de la presse observée le 3 mai dernier et le Togo qui prend la tête de la médiation pour une sortie de crise au Mali. Revue de presse, Léontina Togima. Le ministre malien des Affaires étrangères souhaite l'implication du gouvernement togolais, notamment du numéro 1, Faure Esozimna Nyasingbe, dans la poursuite du dialogue devant aboutir à la régularisation de la situation malienne. C'est ce qu'annonce Togo Matin dans ses colonnes. Bamako a demandé, Lomé a accepté, renchérit l'Union pour la patrie pour dire que le président de la République togolaise
a accepté la médiation entre la CEDEAO, la communauté internationale et le Mali. Le bi-hebdomadaire poursuit et relate que pour le Togo, seul un dialogue permanent et constructif avec les autorités de la transition malienne pourra créer les conditions d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel et d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Selon l'éveil de la nation, à travers ce oui, le chef de l'État confirme ainsi la tradition du Togo qui, depuis des années, a été le carrefour des médiations dans les crises dans l'espace communautaire et par ricochet en Afrique. Liberté de presse. Le Togo est sur une bonne voie selon l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, titre Gazelle Info. Outre ce constat, le libéral relève aussi dans le rapport de l'Observatoire des manquements aux règles d'éthique et de déontologie des sanctions infligées aux médias sur la période du 3 mai 2021-3 mai 2022. L'éveil de la nation retient pour sa part que le Togo reste une référence avec un code dépénalisé. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Voilà, Pluriel, c'est fini pour aujourd'hui. Nous avons encore 3 minutes, mais on peut d'ores et déjà se séparer avec ce rappel des titres. Des risques d'inondation en cette période de pluie. Radio Lomé donne la parole aux spécialistes. Et vous l'avez écouté, il s'agit du directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'ANPC. Il est revenu sur les efforts réalisés en amont par le gouvernement. La drépanocytose qui menace en période de fraîcheur. Comment éviter cette maladie qu'on ne guérit pas? Vous avez écouté des conseils dans ce journal.